Dernière heure, en l'espace de quelques semaines, les prix du café aux États-Unis ont bondi jusqu'à 100% après les tarifs de 20% à 50% imposés par l'administration Trump sur le café importé du Brésil, du Vietnam et d'Indonésie. Les 7 marques les plus populaires, Folgers, Maxwell House, Dunkin', Starbucks, Great Value, Nescafé et La Colombe, sont devenus des articles de luxe silencieux. Ce qui était autrefois un rituel quotidien coûte désormais bien plus cher. Un pot de café instantané, Starbucks est passé de 13 à 15,29 $ et une boîte de Folgers de 8 à plus de 12. Walmart, Costco et Target observent la même tendance. Prix en hausse, rayons vides et consommateurs surpris, qui se demandent déjà s'ils pourront continuer à acheter du café. Le premier signal n'a pas été une manchette. Ce fut une nouvelle étiquette sur l'étagère du supermarché. Un homme s'est arrêté avec son chariot devant le rayon café et est resté immobile quelques secondes. Le pot qu'il achetait depuis des années pour 13 $ affichait 15,29 $. À ses côtés, une mère comparait les prix avec son téléphone, fit un calcul mental et reposa le bocal d'un geste qui ressemblait à un soupir. Ce n'était pas une erreur. Dans les rangées suivantes, le même schéma se répétait. Là où l'on attendait de la constance, apparaissait un chiffre plus élevé. En un même week-end, des milliers de clients chez Walmart, Costco, Target et dans de petites chaînes locales se sont retrouvés à se poser la même question silencieuse. Quand cela est-il arrivé? Cela s'est produit en silence, sans conférence de presse à l'entrée d'un port, ni discours dans une usine. Tout a commencé dans un bureau où il fut décidé que le café importé paierait entre 20 et 50% de plus à la frontière. Brésil, Vietnam, Indonésie, des noms que le consommateur ne voit pas, mais qui soutiennent chaque tasse préparée dans une cuisine et chaque thermos qui accompagne un quart de nuit. La mesure a été présentée comme une protection. Dans les allées des magasins, elle s'est ressentie comme une hausse immédiate, remontant du conteneur jusqu'à la caisse enregistreuse. En quelques semaines, les 7 cafés les plus populaires du pays ont augmenté de 30 à 100%. Ce ne fut pas une courbe douce, ce fut une marche. Le café, que l'on appelle si souvent un petit luxe, est en réalité l'engrenage de millions de routines. La caméra de sécurité d'une petite boutique de Milwaukee montre une scène banale d'un matin. Un retraité fixe la boîte rouge habituelle, hésite, prend la plus petite, puis la repose. Finalement, il repart avec une marque qu'il n'avait jamais essayée. Au moment de payer, il ne proteste pas. Il regarde simplement le reçu une seconde de plus que d'habitude. À Phoenix, une mère de 2 enfants en âge scolaire répète une vieille astuce, faire durer le pot une semaine de plus. Une cuillère en moins par cafetière. À Newark, un infirmier de garde remplit son thermos avec un café qui n'est pas le sien et marche vers l'ascenseur sans commenter le changement. Il n'y a pas d'indignation bruyante, il y a des ajustements silencieux. Pendant des décennies, des marques comme Folgers, Maxwell House et les marques de distributeurs des grandes enseignes ont soutenu la promesse qu'il y aurait toujours un café stable, bon marché, suffisamment correct pour commencer la journée sans trop se poser de questions. Cette promesse reposait sur des importations constantes et hautes et des contrats assurant un prix raisonnable du grain vert. La véritable carte du café américain n'est pas dans les publicités. Elle se trouve dans les ports de Houston et de la Nouvelle-Orléans, dans les trains traversant le Midwest, dans les torréfacteurs qui travaillent la nuit, chez les distributeurs qui négocient les centimes par once. Quand le tarif augmente brutalement, chaque maillon ajoute sa marge et la somme apparaît sur l'étiquette que le client regarde. La chaîne ne crie pas, elle transfère simplement le poids. Le matin où Folgers est passé de 8 à 11 ou 12 $ dans certains États, il n'y a pas eu de fanfare. Les allées sont simplement devenues plus lentes. Folgers n'est pas seulement une marque, c'est la boîte qui occupe un coin de centaines de millions de petits déjeuners depuis des générations. Son emballage dit « Amérique ». Ses grains disent « Brésil » et « Vietnam ». Environ 2/3 de ce café viennent de fermes brésiliennes qui paient désormais une taxe supplémentaire à l'entrée. Un autre segment arrive des Robusta vietnamiennes, base de nombreux mélanges qui donnent du corps à faible coût. Quand le grain s'alourdit d'un impôt, le torréfacteur paie plus, le distributeur paie plus, le détaillant paie plus et au final, le consommateur paie tout. Dans l'Ohio, un grand-père vivant d'une pension fixe ajuste la mesure, une cuillère en moins par cafetière. Dans son cahier de compte, il note que le café ne dure plus comme avant et sourit avec ironie. Le palais le remarque, le budget aussi. La marque Great Value de Walmart représente autre chose. Ce n'est le préféré de personne, mais c'est le filet de sécurité pour ceux qui n'ont plus de marge. On l'achète quand le but est qu'il y ait du café chaque jour pour toute la maison, sans que le reste du panier en souffre. Ce café est passé de 6,48 à presque 9 $ en un peu plus d'un mois dans plusieurs régions.
Non pas parce que quelqu'un voulait en profiter, mais parce que sa structure bon marché dépendait des importations de Robusta du Vietnam et d'Indonésie, désormais surtaxées d'un coût impossible à absorber. Dans les forums discrets de retraités apparaissent des discussions pratiques. Passer au thé, sauter le café le week-end, acheter un instantané moins cher sans trop se soucier du goût. Chaque réponse est une petite renonciation. Aucune n'est idéologique, toutes sont comptables. Maxwell House était la tasse de la prévisibilité. Son prix semblait une loi physique. 30,6 onces pour 7,99 $ dans la plupart des grandes chaînes. Une encre sur l'étagère. En quelques semaines, ce pot a dépassé 10,79 $ dans des supermarchés de référence. Dans des magasins du Sud, on a vu des vides, là où s'élevaient auparavant des piles ordonnées. La maison mère a réorganisé ses gammes et retiré les références les moins rentables dans un marché devenu plus cher et plus volatile. Pour ceux qui prenaient toujours le même à la même heure, l'impact n'a pas seulement été monétaire. Il a été émotionnel. C'est perdre un point fixe de la journée. Dans une petite ville du Tennessee, une vieille dame entre avec sa liste écrite à la main et ressort avec un café qu'elle n'a jamais goûté parce que le sien n'y est pas. Elle le boira, le trouvera acceptable, mais sentira qu'un morceau de son matin a changé de place sans demander la permission. Dunkin, à la maison, racontait une autre histoire. C'était le pont entre le basique et l'aspirationnel. Le sac de 12 onces, à un prix raisonnable, qui permettait de ramener dans la cuisine un café de chaîne sans payer la file de la boutique. Son passage à 9,49 et plus de 10 $ dans certaines localités a brisé l'arithmétique de milliers de travailleurs qui trouvaient dans ce compromis une équation juste. Les scanners de vente au détail ont enregistré des baisses à 2 chiffres dans les pharmacies et supérettes. Ceux qui n'ont pas pu suivre le prix sont descendus vers une marque qu'ils n'aiment pas, ou sont montés vers une autre par fidélité, payant plus que prévu. Le torréfacteur, qui fabrique plusieurs marques pour divers propriétaires, optimise son portefeuille et décide quels sacs resteront en rayon et lesquels céderont leur place. Le client ne voit pas cette réunion. Il découvre seulement que sa version préférée n'existe plus. Starbucks Pike Place, en paquet, pour la maison, n'a jamais été le café de bataille. C'était une petite récompense, une façon de se dire « je le mérite » sans payer le prix du comptoir. 9,99 $ était un chiffre acceptable. 13,49 et 14,29 ne l'étaient plus. Dans les villes, à coût de vie élevé, le saut fut encore plus visible. Des personnes qui défendaient si toujours l'idée que préparer à la maison revenait moins cher ont refait le calcul. Et l'équation n'a plus tenu. En parallèle, la ligne de distribution de la marque s'est déplacée vers des formats à plus forte marge. Capsules, canettes prêtes à boire, café froid. Produits orientés vers un public plus jeune et plus rentable. Le consommateur fidèle, d'âge mûr, qui cherchait la torréfaction classique, s'est retrouvé repoussé vers la périphérie. Un phénomène curieux est apparu. Dans certaines maisons, le sac de Starbucks est resté dans le garde-manger, déjà ouvert mais utilisé de moins en moins, réservé à des week-ends qui parfois n'arrivaient pas. Nescafé Classico soutient les matins de millions de foyers latinos et immigrés. Il ne demande pas de cafetière sophistiquée, seulement de l'eau chaude et 2 cuillères. Un pot de 7 onces à 6 ou 7 $ est une forme de stabilité que l'on apprend dès l'enfance. Le passage du prix à 9,49 dans les États frontaliers et intérieurs a modifié la relation avec le rayon. Dans certains magasins, le pot a perdu sa place principale et s'est retrouvé relégué dans des zones moins visibles, déplacé par des gammes premium promettant des notes et des profils, mais ajoutant des centimes par centimètre d'étagère. Pour ceux qui achètent avec de l'argent compté ou avec des aides publiques, retrouver leur café habituel une étagère plus loin est un signe discret que le marché priorise d'autres portefeuilles. Dans un quartier d'El Paso, une grand-mère qui prépare toujours des tasses pour ses petits-enfants avant l'école a décidé d'alterner avec du chocolat en poudre. Elle ne l'a pas dit avec colère, elle a dit que c'était ce qui rentrait. La colombe en canette incarnait une idée de commodité urbaine. Ouvrir le frigo, prendre une canette et sortir sans attendre. 3 $ l'unité faisait de ce geste un luxe raisonnable. 4,59 dans les épiceries indépendantes ont transformé le geste en un calcul que beaucoup n'ont plus voulu faire. Les ventes ont chuté et certains supermarchés ont redessiné leurs rayons pour donner de l'espace à des marques encore plus chères, visant des profils qui dépensent sans regarder. Le danger le plus sérieux pour une marque n'est pas le rejet, c'est l'indifférence. Quand une main passe devant le produit sans s'arrêter, la conversation était déjà terminée. Aucune de ces scènes n'est isolée. Elles sont toutes des expressions distinctes du même changement. Une taxe sur l'importation qui prétend renforcer le producteur local dans un segment où la production domestique ne peut pas remplacer le flux extérieur, crée un prix nouveau pour tous les formats. Du pot le moins cher à la boîte de luxe, chaque option augmente par les mêmes canaux. Le résultat est une compression de l'espace de décision du consommateur. Il n'existe plus de refuges intermédiaires.
seulement des extrêmes qui se rejoignent. Le très bon marché cesse de l'être, le moyen cesse d'être raisonnable, le haut cesse d'avoir du sens. L'explication technique peut se résumer en 3 lignes. Premièrement, le prix du grain vert incorpore la taxe et modifie le coût de base. Deuxièmement, les fret et les assurances sont revalorisés en chaîne par la hausse de la valeur de la marchandise et par la volatilité politique. Troisièmement, les torréfacteurs transfèrent le nouveau coût aux grossistes et aux détaillants qui, à leur tour, ajustent l'étiquette. L'explication humaine demande plus de temps. Un grand-père qui réduit les cuillères pour que le pot dure 2 semaines renonce à un petit plaisir pour protéger des dépenses les plus importantes. Une mère qui laisse le café sur l'étagère pour acheter du pain privilégie des petits déjeuners solides au réveil chaud. Un jeune professionnel qui abandonne sa canette glacée reconfigure un rituel intime avant de monter dans le métro. Le marché, c'est la somme de ses choix intimes. Lorsque le prix franchit certains seuils, des comportements invisibles changent, comportements qui soutiennent pourtant des industries entières. Une chaîne de dîners du Midwest, qui incluait le café au menu du petit déjeuner pour $1 symbolique, retire cette ligne et la transforme en supplément. La fréquentation ne s'effondre pas, mais la perception, si. Les clients fidèles commentent que la visite n'a plus la même saveur. Une usine de torréfaction dans le sud ajuste ses équipes pour concentrer la production sur les références qui tournent plus vite. Les travailleurs notent une baisse d'heures et s'organisent avec des seconds emplois. Un distributeur régional renégocie les délais avec des petits commerces qui prennent 2 semaines de retard dans leur paiement. Rien n'explose, tout se resserre. L'importance du café dans la vie quotidienne se mesure aux endroits où il n'est pas facturé. Dans les salles de repos des hôpitaux, dans les administrations, dans les bibliothèques, dans les réunions communautaires. Le prix qui augmente en magasin augmente aussi dans les budgets de ces institutions. Une chef infirmière décide que la salle n'aura du café que lors des gardes de nuit. Un service municipal réduit la fréquence de ses bidons partagés de moitié. Une association de quartier remplace le café par de l'eau aux fruits dans ses rencontres. Les bénévoles sourient tout autant. Le climat change de façon imperceptible. La réponse des entreprises obéit à la logique du bilan. Les références à rotation lente sont supprimées. Les formats offrant une meilleure marge par once sont privilégiés. Les campagnes sont réorientées vers des produits qui séduisent ceux qui continuent d'acheter sans hésitation. C'est une stratégie compréhensible à court terme. À long terme, elle fragmente la base de clients et érode les fidélités. Un consommateur qui abandonne sa marque de toujours revient rarement quand les prix se corrigent. Il trouve un substitut acceptable ou abandonne l'habitude. Le dommage n'est pas seulement au portefeuille de ce trimestre. Il touche le lien qui soutenait la récurrence. Dans l'entrepôt d'un supermarché en Géorgie, un directeur explique à son équipe comment réorganiser le rayon, mettre à hauteur de main les produits à marge plus élevée, déplacer les marques économiques une étagère plus bas, maintenir 1 ou 2 promotions visibles mais avec un stock limité. Il n'y a pas de complot. Il y a la survie commerciale dans un environnement où chaque centimètre doit défendre sa rentabilité. Pour le client qui ne suit pas la macroéconomie de près, la conclusion est simple. Son café habituel est plus cher et moins visible. L'exception devient la norme. En parallèle, de nouvelles conversations émergent dans des foyers où le café était la seule indulgence incontestée. Un couple de professeurs en Iowa fait ses comptes et ouvre une discussion qu'il avait évitée. Passer à une marque qu'il n'aime pas ou réserver le café au samedi. Un camionneur au Nevada réduit ses arrêts aux stations où le café coûte encore moins de $2 et apprend à supporter des saveurs disparates. Une femme de ménage dans le New Jersey décide que sa première dépense du mois restera le café, même si cela signifie renoncer à un autre petit plaisir. L'économie morale de chaque foyer se réécrit ligne après ligne. Il existe des cycles historiques qui servent de miroir. Dans les années 70, la crise du café avait des déclencheurs climatiques et financiers. Pendant la Grande Récession, la consommation s'est ajustée mais a survécu grâce aux marques de distributeurs et aux formats de familiaux. Le présent ressemble moins à une crise soudaine qu'à une marche forcée conçue par la politique commerciale. Il n'y a pas de gelées à blâmer, il y a une taxe qui transfère le prix d'un discours à la table du petit déjeuner. Dans de tels contextes, ce qui change en premier n'est pas la quantité totale consommée, mais sa composition. Plus de café dilué, plus de mélange avec du robusta, plus d'achats en petit format même s'ils reviennent d'un plus cher à l'unité. La somme finale est souvent une facture plus lourde pour une expérience plus maigre. Dans une école publique du Michigan, la responsable de la cantine décide de ne plus offrir de café aux parents lors de la réunion trimestrielle, car le budget ne suffit pas. Personne ne l'exigeait, personne ne remerciait, mais il était là et créait un accueil difficile à mesurer. Dans un bureau d'assurance à Dallas, le patron retire la machine à capsules de la salle principale et la réserve au bureau. La décision cherche à économiser, mais elle crée la perception d'un « nous » et d'un « eux ».
Dans un garage en Arizona, les travailleurs organisent une cagnotte pour acheter le café du mois et décident aussi de marquer une ligne au feutre sur le pot pour qu'il dure le temps prévu. C'est une solution raisonnable. C'est un signe que le prix est entré dans des conversations qui auparavant n'avaient pas besoin de règles. La géographie des impacts n'est pas homogène. Dans les États côtiers à revenus élevés, la hausse de Starbucks est ressentie comme une gêne. Dans les zones rurales et les petites villes, l'augmentation des marques historiques bouleverse des budgets déjà serrés. Dans les quartiers à majorité immigrée, le déplacement du Nescafé des rayons principaux est vécu comme un signe de hiérarchie de consommation. Dans les centres urbains à haut coût de la vie, l'expulsion silencieuse de la boîte à la mode du caddie se traduit par des gestes culturels distincts. Moins de photos de réfrigérateurs alignés de canettes, plus de bouteilles thermiques réutilisables remplies de mélanges bon marché. La culture du café a toujours raconté des histoires d'identité. Aujourd'hui, elle raconte des histoires de limites. L'automne apportera une autre couche de pression. C'est la saison où le café augmente par habitude et par climat. Si les prix ne baissent pas, la hausse saisonnière peut devenir un nœud où se cristallisent à des décisions permanentes. Un supermarché du Midwest planifie déjà des promotions très limitées pour retenir le volume. Des packs familiaux avec une économie apparente qui, en réalité, écoulent les stocks de références lentes. Un torréfacteur du Nord-Ouest décide d'acheter plus de Robusta et moins d'Arabica pour maintenir des prix d'entrée, sachant qu'il perdra une partie du profil sensoriel. Un barista à Seattle prépare une discussion avec ses clients pour expliquer pourquoi son café augmentera en octobre. Ce n'est pas le cœur de ce récit, mais cela montre qu'un mouvement dans un coin du marché se propage au reste. Les défenseurs de la taxe insistent sur le fait qu'il s'agit de retrouver une capacité productive et de l'emploi. Dans le cas du café, la substitution locale n'est pas possible à grande échelle. Le climat et l'altitude nécessaires ne sont pas présents. Il existe des expériences précieuses dans des serres et des fermes de niche, mais elles ne peuvent pas approvisionner toute une nation. Ce que la politique peut faire, c'est encourager des marges supplémentaires, chercher à diversifier les origines et atténuer la volatilité avec des réserves et des accords. Le chemin choisi fut un autre. Ce fut d'augmenter brutalement le prix de base d'un bien qui fonctionne comme thermomètre du moral social. C'est pourquoi ce récit ne parle pas du café comme boisson. Il parle de dignité quotidienne. Une dignité qui se mesure en gestes simples. Se lever, faire chauffer de l'eau, mesurer 2 cuillères, écouter la première goutte tomber. Quand ce geste devient plus cher, au point d'obliger à réfléchir à chaque tasse, quelque chose se contracte dans la vie de celui qui n'a pas beaucoup d'autres indulgences. La journée devient un peu plus rugueuse avant même de commencer. Les gens ne le disent pas à voix haute. Ils le racontent par une pause devant le rayon, par un regard au ticket de caisse, par une brève conversation dans la cuisine. Ces pauses accumulées racontent l'histoire d'un pays qui cesse de reconnaître certains de ses rituels. À New York, un jeune qui achetait 6 canettes de café froid pour la semaine a décidé de ne passer au café que 2 jours et de boire de l'eau pétillante le reste du temps. Il ne publie pas, il intègre. À San Antonio, une famille d'immigrés qui accueillait la grand-mère chaque dimanche avec un café a changé l'ordre. D'abord de l'eau fraîche, ensuite du café s'il en reste. À Détroit, un professeur qui offrait toujours du café à ses élèves en période d'examen a cessé de le faire. Il leur a expliqué qu'il préférait dépenser cet argent pour du papier afin d'imprimer des documents. Les élèves ont acquiescé. Quelqu'un a dit que ce n'était pas grave. Tous ont compris que si quelque chose se passait. Les marques, pour leur part, tentent en même temps de maintenir le lien par des promotions ponctuelles, des coupons discrets et des campagnes qui jouent sur la nostalgie. Ce sont des rapiessages dans un tissu plus large. Là où le prix reconfigure les habitudes, la publicité ne sert qu'à retarder, non à inverser. La boîte rouge continuera d'être présente dans de nombreuses cuisines. Mais dans un nombre croissant de foyers, elle sera plus petite, plus diluée et plus occasionnelle. Dans d'autres, elle sera remplacée par un sachet sans marque reconnaissable. Dans d'autres encore, elle disparaîtra et restera l'habitude de l'eau chaude sucrée qui a soutenu tant de grands-parents pendant des années difficiles. La question qui plane sur ce récit n'est pas de savoir si le café deviendra inaccessible pour tous. Ce ne sera pas le cas. C'est de savoir si le prix de soutenir un discours politique est payé dans une monnaie qui n'apparaît pas dans les bilans officiels. La monnaie du moral. Le droit à un petit plaisir qui rendait la journée plus supportable. La confiance qu'il existe des choses qu'on ne touche pas parce qu'elles sont la base de la vie commune. Quand ce plancher se fissure, il ne se produit pas une crise immédiate. Il se produit une perte de cohésion plus coûteuse à réparer que n'importe quel différentiel tarifaire. Certains diront que les gens s'adaptent, que vivre sans café n'est pas une tragédie. Il est vrai que la résilience quotidienne est immense. Il est aussi vrai que les démocraties reposent sur un réseau de petites satisfactions qui évitent que le malaise ne trouve des formes plus rudes d'expression. Retirer de la densité à ces satisfactions a un coût difficile à mesurer et facile à minimiser. Au début, cela ne semble qu'un chiffre de plus dans l'inflation.
Au bout de quelques mois, cela devient un récit partagé de fatigue. Ce récit ne fait pas la une des journaux, mais il s'incline dans le vote, dans la confiance, dans la conversation publique. Dans la dernière scène de cette journée que nous avons suivie à travers rayons et cuisine, un homme ferme la porte de sa maison à 6 heures du matin et emporte une bouteille isotherme avec un café plus clair qu'à l'accoutumée. Il marche vers l'autobus et espère que les prix baisseront à l'automne. Il ne connaît pas les accords commerciaux ni les courbes à terme. Il sait que son matin est un peu moins le sien. 10 arrêts plus loin, une jeune femme regarde son thermos et décide qu'aujourd'hui elle prendra un café au bureau, bien qu'elle sache qu'il est rationné. Dans un étage élevé d'une entreprise de torréfaction, quelqu'un consulte un tableau et note que le mélange de Robusta a augmenté de 2 points. Dans un bureau de la capitale, une autre personne signe un document convaincue que la fermeté se démontre par des taxes. Le fil qui relie ces scènes est invisible à l'œil nu. Il devient visible quand la main touche le paquet et décide si elle achète ou non. Ce que nous suivons n'est pas un simple renchérissement d'une boisson. C'est la radiographie de la façon dont une décision tarifaire de 20% à 50% sur le café du Brésil, du Vietnam et de l'Indonésie a transformé un rituel quotidien en thermomètre d'instabilité. En quelques semaines, les 7 cafés les plus populaires ont augmenté de 30% à 100%. La hausse a traversé tout le rayon, du pot économique de Great Value jusqu'à la boîte urbaine de la Colombe en passant par Folgers, Maxwell House, Dunkin', Starbucks et Nescafé classique. Ce n'était pas une variation saisonnière, c'était un palier de prix induit par la politique. Les conséquences se sont mesurées tasse par tasse. Retraités diluant leur cuillère pour faire durer le pot 2 semaines, familles avec Snap retirant un autre produit du panier pour ne pas renoncer au café. Travailleurs changeant de marque pour une qu'ils n'aiment pas mais qu'ils peuvent copayer. Communautés latines voyant leur Nescafé relégué du rayon principal et consommateurs urbains cessant de se récompenser avec un Pike Place parce que le caprice ne tient plus. L'économique est devenu émotionnel. On a perdu la sensation de stabilité qu'apportait le fait de préparer le même qu'avant sans y penser. L'impact industriel a été tout aussi clair. Torréfacteurs, remélangeant avec plus de Robusta pour contenir les tickets. Coupe dans les références moins rentables, priorisation des formats à plus forte marge, capsules, prêts à boire, rupture ponctuelle poussant vers des substituts plus chers ou de moins bon profil. Réorganisation du rayon pour capturer la rentabilité au centimètre. Quand même la marque distributeur augmente, cela signifie que le coussin est épuisé. Et ce qui se brise n'est pas seulement le budget du mois, c'est la loyauté accumulée pendant des années. Sur le plan macro, la promesse de protéger le national bute sur une limite physique. Les États-Unis ne peuvent-ils pas s'auto-approvisionner en café à grande échelle. Le tarif ne crée pas d'offre locale, il crée un prix de base plus élevé et corrode la confiance. À court terme, cela peut offrir un effet d'optique politique. À long terme, cela laisse une marque de fatigue silencieuse qui s'infiltre dans les habitudes, dans les ventes, dans le moral social. Un pays ne se mesure pas seulement en PIB, il se mesure aussi dans la prévisibilité de ses petits rites. Que peut-il se passer maintenant? Si les tarifs se maintiennent, le marché consolidera un nouveau plancher de prix et expulsera une partie de la demande de gamme moyenne, ne laissant que des extrêmes. Le très bon marché, faible et rare, et le très cher de niche. Un ajustement partiel, quota, exclusion par origine, calendrier de transition pourrait adoucir le choc sans démonter le récit de fermeté. La diversification vers la Colombie, l'Amérique centrale ou l'Afrique est possible, mais coûteuse et lente. Elle requiert des contrats de long terme, une logistique du froid, là où c'est nécessaire, et un financement des récoltes. Sur le plan domestique, des distributeurs et marques peuvent atténuer avec des lots transparents, sans shrinkflation, des coupons ciblés et un repositionnement qui ne rendent pas invisible le consommateur vulnérable. Les politiques publiques peuvent renforcer temporairement le SNAP pour les produits de base, permettre des déductions fiscales aux cantines et hôpitaux pour les achats de café et ouvrir des tables techniques avec l'industrie pour échelonner les ajustements. Au-delà du « que faire » reste la leçon. La politique commerciale ne vit pas dans les journaux officiels. Elle vit dans la cuisine à 6 heures du matin. Si une signature dans un bureau modifie le premier geste de la journée de millions de personnes, la question n'est pas seulement de savoir si ça marche en abstraction, mais si le coût social est acceptable. Gouverner, c'est aussi préserver des marges de dignité quotidienne, le droit à un petit plaisir qui rend la journée supportable. Retrouver la prévisibilité, communiquer avec honnêteté et construire des passerelles de transition n'est pas de la faiblesse. C'est du respect pour la vie commune. Quand vous regarderez à nouveau le rayon, peut-être que le prix n'aura pas baissé. Mais comprendre pourquoi il a augmenté est la première étape pour exiger des solutions qui ne transforment pas la routine en luxe et la fidélité en désaffection. Une économie saine n'est pas celle qui crie le plus fort sa fermeté, mais celle qui oblige le moins à choisir entre café et pain. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne.